Bonjour, épisode 3 du cours sur la géométrie dans l'ensemble des nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un copie en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. Nous allons parler un peu de modules et surtout d'une nouvelle notion qui s'appelle argument d'un nombre complexe non nul. Paragraphe 8, ensemble des complexes de module 1. Alors une définition, l'ensemble des complexes de module 1 est appelé grand U. Alors une petite remarque quand même, Z appartient à U, ça signifie que module de Z égale 1. Alors à l'écran, vous voyez le cercle trigonométrique que j'ai appelé gamma, cercle de centre haut et de rayon 1. Alors le point U a pour affixe 1, alors attention, c'est pas l'ensemble des complexes de module 1, bien sûr. V, c'est le point d'affixe I. Alors, j'ai pris un point M sur ce cercle gamma. Bon, je l'ai projeté orthogonalement en C sur l'axe des abscisses. Ça va nous donner cosinus T, puisque j'ai dit que l'angle entre les vecteurs OU et OM a pour mesure T. Et puis S, le projeté orthogonal de M sur l'axe ordonné, ce qui nous donne le sinus de T. Bon, une remarque, Z appartenant à U, ça signifie que module de Z égale 1, on l'a dit précédemment, ce qui veut dire que la distance entre le point O et le point M est toujours égale à 1. Ce qui veut dire que M appartient à gamma. Gamma est le cercle de centre haut et de rayon 1. Ce qui veut dire que géométriquement, l'ensemble des complexes de module 1 est représenté par ce cercle de centre haut et de rayon 1. Alors une remarque, comme le point M a pour coordonnées cosinus T, sinus T, on peut dire que Z s'écrit cosinus T plus 6 sinus T, avec T appartenant à R évidemment. Alors une approche de la propriété suivante, on va prendre un complexe Z et un complexe Z' qui appartiennent tous les deux à l'ensemble grand U des complexes de module 1, et on va s'intéresser au produit de Z et de Z', son module, on sait que c'est module de Z multiplié par module de Z'. Et comme module de Z égale 1 et module de Z' égale 1, eh bien on obtient que module de Z multiplié par Z' est égal à 1. Et donc ça veut dire que Z multiplié par Z' appartient à U. On dit que l'ensemble U est stable pour la multiplication. Alors ça, c'est une notion que vous verrez plutôt dans l'enseignement supérieur si vous continuez à faire des mathématiques. La propriété qu'on peut écrire pour tout complexe Z appartenant à U et Z' appartenant à U, Z multiplié par Z' appartient à U. Autre approche, alors on prend toujours un complexe Z dans grand U, donc module de Z égale 1, et on s'intéresse à l'inverse de Z. Module de 1 sur Z, c'est l'inverse du module de Z par propriété, donc c'est 1 divisé par 1, donc 1. Ce qui veut dire que le complexe 1 sur Z, il appartient à grand U. La propriété qu'on peut écrire pour tout Z appartenant à grand U, 1 sur Z appartient à grand U. Une remarque, donc on prend un complexe Z dans grand U, un complexe Z' dans grand U, pourquoi pas s'intéresser au quotient. Z' divisé par Z, c'est Z' multiplié par l'inverse de 1 sur Z. Alors comme on sait que Z' appartient à U et 1 sur Z appartient à U, le produit des deux va appartenir à U, et donc Z' divisé par Z appartient à grand U. Bon, à l'écran, vous voyez un cercle trigonométrique que j'ai tracé, le cercle gamma de centre haut de rayon 1. Un point M d'affixe Z, et puis j'ai construit grâce à GeoGebra le point que j'ai appelé I d'affixe 1 sur Z. Alors il est évidemment sur le cercle trigonométrique, et puis on peut constater que M et grand I semblent symétriques par rapport à l'axe des abscisses, qui voudrait dire que 1 sur Z, c'est Z bar. Alors je vous ai fait la démonstration à droite. On sait que 1 sur Z, du coup, c'est Z bar divisé par ZZ bar. Donc, 1 sur Z,
c'est z bar divisé par module de z au carré, mais module de z, on sait que c'est égal à 1, donc le carré du module de z, c'est aussi 1. Et donc on obtient 1 sur z égale à z bar divisé par 1 au carré, et donc 1 sur z est bien égal à z bar. Bon, ensuite j'ai placé un point n d'affixe z' sur ce cercle, et construit le point P d'affixe z'. Alors je ne peux pas vous le démontrer au stade où on en est sur les nombres complexes, il faudra attendre la leçon numéro 3 avec la trigonométrie. Mais il y a possibilité à partir de m et de n de construire le point P géométriquement. En fait, à l'angle qui correspond au point n, on ajoute l'angle qui correspond au point m. C'est-à-dire que si j'appelle t ici une mesure de l'angle vecteur OU, vecteur OM, et bien t on le retrouve ici. Bon. Alors pour une fois, je vais vous proposer un exercice qui est assez long. On va lire l'énoncé et ensuite résoudre les questions. Alors, plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. Et grand U, c'est l'ensemble des complexes de module. Alors, on va introduire une fonction qui va de l'ensemble des nombres complexes dans l'ensemble des nombres complexes, que j'ai appelé phi, qui est tout complexe Z différent de 4-3i, on verra après pourquoi, associe le complexe phi de z que je vais noter z', 5 divisé par z moins 4 plus 3i. Le dénominateur ne devant pas être nul, en fait, si on résout l'équation z moins 4 plus 3i égale 0, on va trouver forcément z égale 4 moins 3i. Bon, le point A d'affixe 4 moins 3i, M est le point d'affixe z et M' est le point d'affixe z' égale phi de z. Première question, calculer phi de 0. 2a, résoudre dans C l'équation phi de z égale moins 1. Petit b, résoudre dans C l'équation phi de z égale i. Et puis troisième question, E est l'ensemble des points d'affixe z tels que z' appartient à U. Déterminer l'ensemble U, représenter l'ensemble, j'ai dit U, c'est E, et représenter l'ensemble E. Grand E s'appelle aussi un lieu géométrique, un ensemble de points du plan, c'est un lieu géométrique. Si vous entendez cette expression, ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Alors la question 1, calculer phi de 0, là on sait que phi de z c'est 5 divisé par z moins 4 plus 3i, donc phi de 0, on remplace z par 0, on va obtenir évidemment 5 au numérateur, 0 au dénominateur, ça n'a rien donné, donc moins 4 plus 3i. Bon, si on veut phi de 0 sous forme algébrique, évidemment, on va multiplier par le conjugué du dénominateur, et donc phi de 0 va être égal à 5 facteurs de moins 4 moins 3i divisé par, eh bien, si on veut aller un peu plus vite, on sait qu'on va obtenir le module du complexe moins 4 plus 3i au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus 3 au carré. Bon, on devrait écrire peut-être moins 4 au carré, mais ça ne change rien. Donc, phi de 0 est égal à... Alors, peut-être qu'on pourrait... Moi, je vais écrire moins 5, 4 plus 3i, pourquoi pas, divisé par 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Donc, on va pouvoir déjà simplifier par 5, et puis on va obtenir phi de 0 égale... Alors, moins 4 divisé par 5, je laisse vérifier le calcul, et puis moins 3 divisé par 5, ce qui nous permet d'avoir une forme algébrique. Deuxième question petit a, résoudre dans grand C l'équation phi de z égale moins 1. Alors, il faut faire un tout petit peu attention parce que dès le départ, on sait que z ne peut pas égaler à 4 moins 3i. Alors, si jamais on trouvait
cette solution-là, il faudrait l'exclure. Hein. C'est une solution, ça serait une solution éventuelle et elle ne serait pas acceptable. Bon, allons-y pour phi de z égale moins 1. Ça signifie que 5 divisé par z moins 4 plus 3i égale moins 1. Bon, ça veut dire tout simplement que le dénominateur z moins 4 plus 3i doit être égal à moins 5. Hein, ou alors vous faites des produits en croix. Enfin, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Mais en tout cas, z moins 4 plus 3i va être égal à moins 5. Ce qui signifie que z va être égal, alors, on transpose moins 4 dans le deuxième membre, 4 moins 5 moins 1, et on transpose 3i moins 3i. Bon, alors, cette solution éventuelle, elle est bien différente de 4 moins 3i. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est le seul complexe égal à moins 1 moins 3i. On dit que moins 1 moins 3i est un antécédent de moins 1 par phi. En fait, pour les fonctions de C dans C, des ressemblances avec ce que vous connaissez avec les fonctions de R vers R. Question 2b, résoudre dans C l'équation phi de z égale i. Donc à nouveau, on a la contrainte de départ. Z ne peut pas être égal à 4 moins 3i. Alors, phi de z égale i, ça signifie que, eh bien, 5 divisé par z moins 4 plus 3i égale i. Bon, là, on peut peut-être effectuer un produit en croix. Hein, donc, on fait comme si il y avait i divisé par 1. Ça va nous donner i facteur de z moins 4 plus 3i égale 5 fois 1, 5. Bon, il est toujours un petit peu enquiquinant, ce i. Alors, je vais multiplier par moins i. En multipliant par le conjugué de i, chaque membre, moins i fois i, ça fera moins i carré, donc 1, et donc ça s'en va. Bon, c'est pour éviter de faire autrement, plus vite, mais bon. Donc z va être égal à, alors on transpose moins 4, donc ça nous donne 4, on transpose plus 3i dans le deuxième membre, ça donne moins 3i, moins 5i, moins 3i, moins 8i. Bon, le complexe qu'on a obtenu, 4 moins 8i, n'est pas égal à 4 moins 3i, et donc c'est bien un antécédent du nombre i. Bon, je ne rédige pas tout, ici je mets que l'ensemble des solutions, 4 moins 8i. Question 3, E est l'ensemble des points d'affixe Z tels que Z' appartient à grand U, détermine l'ensemble E et le représenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Z' appartient à grand U? Ça veut dire que le module de Z' va être égal à 1. Ce qui signifie que le module de 5 divisé par Z moins 4 plus 3i égale 1, c'est-à-dire, bien, un module d'un quotient, c'est quotient des modules, et le module de 5, c'est 5. Et donc, on obtient en dénominateur le module de z moins 4 plus 3i, qui doit être égal à 1. Bon, qu'est-ce que ça veut dire encore? Le dénominateur, moi je dis, il doit valoir 5. Bon. Donc, module de z moins. Alors, le dénominateur, je vais un petit peu le transformer. Je vais dire c'est moins 4 moins 3i pour avoir une forme z moins, et en fait, ça, c'est la fixe du point A. Égale 5. Donc, ça signifie,
géométriquement que c'est la distance AM qui vaut 5. Et donc que le point M appartient au cercle de centroïde de rayon 5. Et donc grand E est le cercle de centre A et de rayon 5, privé normalement du point A, puisque dès le départ, ce que je n'ai pas dit quand même à un moment donné, c'est que Z doit être différent de 4 moins 3i, et donc on ne peut pas obtenir le point M confondu avec le point A, et le point A, lui, il a pour affixe 4 moins 3i. Mais le cercle de centre A et de rayon 5, il ne contient pas le point A, donc il n'y a pas de souci ici. Donc à l'écran, la représentation graphique de l'ensemble grand E, j'ai quand même aussi représenté l'ensemble gamma, qui représente graphiquement l'ensemble U des nombres complexes de module 1. Et puis on a quand même fait un certain nombre de choses dans les questions précédentes, notamment phi de 0, c'est moins 4 cinquièmes, moins 3 cinquièmes de I. Alors évidemment, ça ne peut pas être facile à représenter ici parce que le gamma est un tout petit cercle. Regardons l'antécédent de moins 1, on avait trouvé moins 1, moins 3i. Alors moins 1, moins 3i, il est situé ici. Et bien son image à ce point-là, si on l'appelait par exemple B, l'image de B, ça serait le point B' d'affixe moins 1. Ensuite, phi de 4 moins 8i, c'est égal à i, donc le point, si je l'appelle C, 4 moins 8i, et bien son image C', c'est le point d'affixe i. Voilà, bon. Paragraphe 9, argument d'un complexe non nul. Alors, je vais faire une petite approche pour aller vers la définition de ce que ce sera qu'un argument d'un complexe non nul. Donc, avec la figure que vous voyez, gamma est cercle de son trou et de rayon 1, j'ai placé un point M. Et bien, ce point M, je vais le rejoindre au point O, origine du repère. Donc, je trace en fait, ici c'est le segment web, mais on est amené parfois à tracer la demi-droite d'origine O qui passe par M quand le point M est situé à l'intérieur du cercle. Bon. Et puis, on peut parler de l'angle qu'il y a entre le vecteur U et le vecteur OM, quasiment, ou alors, sinon, on dit que la demi-droite OM coupe le cercle gamma. On a un point que je vais appeler N. Et puis, au point N, on associe une mesure de l'angle entre le vecteur U et le vecteur ON, que je vais appeler petit t. Eh bien, c'est petit t qui est un argument de z. Alors, pourquoi 1 ? Parce qu'évidemment, t plus 2pi est aussi un argument de z. T moins 4pi est aussi un argument de z. On sait que tous les nombres du réel de la forme t plus k fois 2pi, où k est un élément de z, est une mesure qui correspond à la même mesure que t. En général, on essaie de prendre la mesure principale, on pourrait appeler ça aussi l'argument principal. Donc voilà pour ce que c'est que l'argument de z, je ne vais pas en dire beaucoup plus. T est un argument de z on note à t égale ARG de z, mais on devrait dire, comme c'est à 2pi près, modulo 2pi. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ça veut dire que t, c'est ou argument de z, on va l'écrire comme ça, tiens, argument de z est égal à
AT plus K fois 2pi, où K appartient à grand Z. Peut-être que c'est ça que vous connaissez plus. Si vous êtes élève de terminale, bien sûr. Je rappelle que Z doit être différent de 0 pour que le point M soit distinct du point O pour pouvoir évidemment fabriquer la demi-droite OM. Alors on dit aussi des choses. On dit que T est une mesure de l'angle orienté de vecteur de l'angle, alors on peut dire vecteur U, vecteur OM. On peut dire aussi de l'angle entre les vecteurs U, et si je donne un nom au vecteur OM, si je l'appelle W, ce vecteur, eh bien, T est aussi une mesure de l'angle vecteur U, vecteur W. Pour vecteur U, vecteur W, j'ai écrit des vecteurs. Avec vecteur U, vecteur M, on a écrit des vecteurs, mais avec les points. Voilà. Allez, tout de suite un exercice. Déterminer un argument du complexe Z dans les cas suivants. Alors, premièrement, Z égale 5. Deuxièmement, Z égale moins 2. Troisièmement, Z égale 3i. Quatrièmement, Z égale moins 6i. Et cinquièmement, Z égale moins 1 plus i. Bon, on va s'appuyer évidemment sur une figure. Alors, premièrement, Z égale 5. Donc, j'ai placé le point A dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct au vecteur U, vecteur V. Et puis, argument de Z, eh bien, qu'est-ce qui se passe entre le vecteur U et le vecteur A? Ben, on peut dire que cet angle a pour mesure 0. Donc, un argument de 5, je vais plutôt écrire 5, eh bien, un argument de 5, c'est 0, évidemment, on dit modulo de pi. Deuxièmement, Z égale moins 2. Alors, j'ai placé le point B d'affixe moins 2, ici, évidemment, pour avoir un argument entre le vecteur U et le vecteur OB, que j'aurais peut-être intérêt à tracer. Eh bien, on a un angle de pi comme mesure principale. Donc, on va dire que argument de moins 2 est égal moins 2 est égal à pi modulo de pi. On peut dire que pi est un argument de moins 2. Pour Z égale 3i, j'ai placé le point C d'affixe 3i, argument de Z, enfin de 3i, même chose ici, mais bon. Eh bien, argument de 3i, eh bien, l'angle entre le vecteur U et le vecteur C, on peut dire que c'est pi sur 2. Donc l'argument de 3i, c'est pi sur 2 modulo de pi. Quatrièmement, Z égale moins 6i, donc j'ai représenté le point D d'affixe moins 6i, et l'angle entre les vecteurs U et le vecteur OD, eh bien, on peut dire que sa mesure principale, c'est moins pi sur 2, donc on va pouvoir écrire argument de moins 6i égale moins pi sur 2 modulo de pi. Cinquièmement, Z égale moins 1 plus i. Alors, c'est un petit peu plus délicat, hein. Pour l'instant c'était à mon avis relativement simple. Argument de moins 1 plus i. Donc j'ai placé le point E d'affixe moins 1 plus i. Alors ici, on a peut-être intérêt quand même
indiquer qu'on est à -1 ici. Le point E et le point V. V serait le point d'affixe I. Eh bien, sont alignés à l'horizontale. Et donc, on a fait apparaître un carré. Alors, si j'appelle ce point-là, bah, je peux l'appeler, admettons, je l'appelle U', et puis le point d'affixe V, je l'appelle grand V. E, U', O, V est un carré, donc déjà, on avait vu avec la notion de module que la diagonale vaut racine carrée de 2. Donc, on va obtenir un angle de pi sur 4. Il suffit d'ajouter un angle de pi sur 2 ici. Et pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 2 pi sur 4 plus pi sur 4, 3 pi sur 4. Bon, c'est assez exceptionnel qu'on puisse s'en sortir. Comme on fera dans le cadre général, bah, on aura des outils plus tard. Paragraphe 10, argument de complexe particulier. Alors, une petite approche, on va prendre un complexe Z, en fait, qui appartient à R étoile. Z ne doit pas être égal à 0. Donc, Z est un réel non nul. Et quand Z est un réel non nul, on va envisager deux cas. Quand Z est strictement positif. Et donc, sur une figure, si j'associe au nombre Z le point M d'affixe Z, et bien ici, l'angle entre le vecteur U et le vecteur M a pour mesure principale 0. Et donc, on va pouvoir dire que argument de Z, c'est 0 modulo 2pi. Bon. Cas numéro 2, on prend un nombre Z strictement négatif. Donc ici, j'ai un nouveau point M. Je peux gommer l'ancien si on veut. Voilà. Donc, cas numéro 2. Z est strictement négatif. Auquel cas, eh bien, argument de Z va être égal à pi, modulo 2pi. Alors, comme on le voit sur la figure, l'angle entre le vecteur U et le vecteur M, ici, a pour mesure principale pi. La propriété qu'on va pouvoir énoncer, Z est un réel non nul, c'est seulement si argument de Z égale 0 modulo 2pi ou argument de Z égale pi modulo 2pi. Alors j'ai indiqué c'est seulement si, je ne vais pas tout démontrer, mais je pense que vous devez être convaincu. Une approche pour les imaginaires purement nuls, donc je vais poser plutôt ici Z égale YI où Y appartient à R étoile. Et puis, cas numéro 1, on va envisager le cas où Y est strictement positif. Puis cas numéro 2, Y négatif. Alors, un petit schéma. Donc, on va envisager d'abord le cas où le point M d'affixe Z est situé en fait au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, argument de Z, ça sera pi sur 2, modulo 2pi. Et puis cas numéro 2, le cas où Y est strictement négatif,
Donc on va avoir un point M qui va être situé sur l'axe des ordonnées, mais en dessous de l'axe des abscisses. Et là, l'angle qui correspond, l'angle U vecteur M, ça va être un angle de mesure principale moins pi sur 2. Donc on peut écrire argument de Z égale moins pi sur 2 modulo 2 pi. On va pouvoir dire que Z est un imaginaire pur non nul si seulement si argument de Z égale pi sur 2 modulo 2 pi ou argument de Z égale moins pi sur 2 modulo 2 pi. Ainsi, dans ce paragraphe, eh bien, on peut caractériser à la fois les réels et les imaginaires purs à l'aide de la notion d'argument. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.